Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire, le catch, par tous les ports de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue dans Friday Night SmackDown, le 1142e du nom. Nous sommes à Tampa, Florida, USA, toujours sur le WWE Thunderdome. Aux commentaires, toujours Michael Cole et Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review du show bleu, pour l'analyser, pour la décortiquer, pour l'encenser ou peut-être la mettre en PLS, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment vas-tu? Oh, tu me sembles tout calme tout à coup. Ouais, mais je suis encore choqué par la grosse annonce de ce SmackDown là. Du coup, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Alors déjà la première grosse annonce, c'est un SmackDown historique pour la bonne et simple raison, mon bon papy quand même, et on va s'en féliciter. C'était le dernier SmackDown sous le WWE Thunderdome. Retour du public dès vendredi soir prochain, 16 juillet, ne manquez pas ça. Et oui, ce connard de public qui va revenir pour huer les faces et encourager les heels. On est vivement qu'ils reviennent, ces cons. En tout cas, je suis très, très impatient de retrouver le public, même si je regarde à nouveau des shows depuis un petit moment avec du public, puisqu'en l'occurrence, je suis la All Elite Wrestling, et où le public est déjà de retour. À NXT, c'est aussi le cas quand même. Là, la jauge a été largement augmentée. J'ai pu voir ça cette semaine-là. Et donc vraiment, le retour du public, quand même, ça fait du bien, quoi. C'est quand même voilà, un peu l'essence du catch professionnel, non? Ouais, j'exagère un peu, bien sûr que ça fera du bien. Peine. C'est un peu, ça devenait chiant, ces bruits forcés là qu'on avait, qui se vraiment pas du tout naturels. Donc on a besoin de naturel un peu. Ouais, non, mais moi c'était bon quoi, hein. L'ingénieur son là, je crois que ça suffit là, ça fait plus d'un an que ça dure comme ça et il était temps que ça s'arrête. Et donc moi je suis vraiment vraiment satisfait de revoir la WWE dans des arénas. Ça va faire plaisir et puis surtout avec tout ce qui s'y passe à l'heure actuelle, je suis quand même très très curieux de voir comment le public va réagir véritablement live face un peu aux différents personnages, aux différentes interactions et aux différentes rivalités en cours. Alors là, on est à Friday Night SmackDown, on est à peu de temps dorénavant du Money in the Bank qui va se dérouler le dimanche 18 juillet, toujours avec du public. On est encore dans les derniers matchs, il reste 2 tickets, hein, si je ne me trompe pas, pour se qualifier pour le Money in the Bank, qui vont être disputés ce soir à Friday Night SmackDown. Pour les hommes. Mais comme oui, pour les hommes. Mais comme souvent à SmackDown, le show va commencer avec l'arrivée du Universal Champ, Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman, qui va nous expliquer que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup apprécié son absence de la semaine dernière. Les gens sont compliqués, Roman, hein, voilà, tu viens pas une fois, ça y est, tu te fais engueuler par tout le monde. Mais que au final, lui non plus, il n'a pas trop apprécié le dernier SmackDown, surtout tout ce qui concerne Edge, en disant tout simplement qu'il avait peur de lui. Il va nous expliquer que ça a pu lui arriver d'avoir peur comme à WrestleMania lorsqu'il s'était pris le crossface, hein, mais au final il n'a pas fui, il s'est relevé et il a gagné le match. Alors Edge, c'est un bon menteur et c'est certainement pas parce qu'il l'a eu par surprise il y a 2 semaines qu'il va pouvoir le battre pour autant à Money in the Bank. Il n'y aura plus de problèmes familiaux parce qu'il va régler tout ça. Là-dessus, il y a Jimmy Uso qui fait son entrée. Alors là, tout de suite, on va régler un problème, mon papy. Cette semaine, il s'est passé des trucs parce que ça rejoint un peu l'actualité. Il y a un des 2 frères Uso, mais j'ai oublié lequel. C'est Jimmy. Il s'est fait arrêter par la police. C'est Jimmy. Ah, alors Jimmy s'est fait intercepter par les forces de l'ordre, n'est-ce pas, hein, pour apparemment des problèmes d'alcoolémie au volant. La WWE était pas contente, ils en ont fait tout un tas de choux gras toute la semaine, et finalement, Jimmy, il est bien là ce vendredi, tout est effacé, tout est pardonné, et on repart au turbin. Alors, il dit qu'il va affronter Edge pour le compte de la famille pendant que Reigns était en vacances. Roman, il lui explique que non, mais en fait, il a jamais été en vacances. Il a simplement fait ce qu'il lui a demandé depuis près d'un mois, à savoir faire revenir Jey Uso. Là-dessus, bim bam boum, le Jey Uso, il débarque aussi. Il dit que lui et Jimmy, alors lui est chaud hein, sur les titres par équipe, mais je crois que c'est pas la première fois qu'il dit ils vont aller chercher les titres par équipe
de la famille Mysterio. Roman Reigns est totalement d'accord là-dessus et il dit qu'ils vont le faire à la façon de la famille. On se fait un gros câlin, on se fait des gros poutous. C'est une famille en or, c'est la famille du Tribal Chief, c'est la famille de la tête de la table, mon papy. Yes, la famille est réunie. Alors c'est marrant parce que tu as Jimmy qui semble toujours un peu avoir des réticences, mais qui au final suit l'affaire. Moi, Et effectivement, je pensais qu'ils allaient partir dans peut-être faire une référence à ce qui s'était passé cette semaine, mais parce qu'avant il y a Roman qui dit qui était le chef de famille et que du coup il avait dû remplacer Jimmy et tenir sa place. Je me suis dit tiens, peut-être qu'ils vont faire une référence à la petite arrestation de Jimmy, mais en fait, ils ont embarqué derrière en disant que du coup, c'était lui qui, à sa place, avait été récupéré Jay. Donc oui, bah voilà, ils sont tous réunis, c'est beau, c'est la famille. Que veux-tu de plus? alors, le fil rouge de la famille, de toute façon, qui détient entre ses mains Friday Night SmackDown, c'est une évidence. Dorénavant, ça fait quasiment un an que ça dure, parce qu'on va arriver tout doucement au SummerSlam du mois d'août, là. Et si jamais Roman Reigns conservait son titre à Money in the Bank, et s'il n'y a pas de cash-in dans l'intervalle, je pense que là, on est parti pour la 300, enfin, pour les 365 jours de règne, l'année complète, le full time. Et il en est à 300 et quelques, peut-être pas loin de 320, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, tout va bien dans la famille de Roman Reigns. Allez, on va repartir vers Kayla Braxton qui rejoint Baron Corbin, qui alors lui est tout penaud, tout déprimé. Vraiment, il est dans le bad, notre ami Baron Corbin. Il nous explique que ce soir, il a besoin de la victoire parce qu'il va aller sur le ring pour défendre sa chance pour se qualifier pour le ladder match du Money in the Bank qui arrive dimanche de la semaine prochaine. Voilà, depuis sa défaite contre Shinsuke Nakamura, on sent bien que ça va très mal. Il se rase plus, il se rase plus le crâne non plus d'ailleurs. Là-dessus, on nous montre Shinsuke Nakamura qui est en compagnie de Reed Brooks qui va arriver dans le Thunderdome une dernière fois avec la voiture de Corbin qu'ils ont volée. Alors, j'étais pas là avec vous la semaine dernière, mais je crois que c'est ça. Non, Le Baron ils Corbin, l'ont en pas plus, il volé fait en tirer fait. sa caisse. Non, ils l'ont pas volé Ils en l'ont fait. pas volé. En fait, Corbin, vu qu'il est ruiné, il s'est fait enlever sa caisse et du coup, ils l'ont racheté aux enchères. Malin, malin, malin. Bah oui, pour bien lui foutre les boules, quoi. Donc, ni une ni deux, on retrouve vers le ring, où donc Baron Corbin va affronter Shinsuke Nakamura pour se qualifier au Money in the Bank. Là-dessus, on a Biggie qui va être au commentaire avec Pat McAfee, et ils vont se faire tranquillement les mecs, un bain de pied pendant le match, quoi. Ça vous situe un peu leur intérêt phénoménal pour ce match. Alors, on va avoir un match assez honnête, on va avoir un match de 11 minutes, où les deux vont nous envoyer ce qu'ils nous envoient depuis des semaines et des semaines, j'ai envie de dire, puisqu'on en est au 457e affrontement entre les deux, donc on commence à bien connaître l'affaire. Ils commencent d'ailleurs à trop se connaître, puisqu'on a l'impression que quasiment tout est anticipé. Donc moi, ça me pose beaucoup de problèmes dans un match de catch, quand on en arrive à ce point-là. Les rivalités à long terme, c'est bien. Alors, ce que je vais retenir de bien dans ce match, c'est le fait qu'au moins, là, il y avait un véritable enjeu avec cette place pour la qualif du Money in the Bank. Donc ça permettait quand même de mettre un peu de sel sur cette affaire. Shinsuke Nakamura reste quand même largement dominant dans cette rivalité. Après avoir chopé la couronne, il va choper le ticket, il va coller un Kinshasa à Baron Corbin et ça va lui permettre tout simplement 1, 2, 3 de se qualifier pour le Money in the Bank. Shinsuke rejoint un plateau, ma foi, qui commence à être bien velu pour le pay-per-view du MITB. Alors mon papy, c'était attendu, tu voyais le Baron Corbin se qualifier dans cette affaire? Non, bah non, parce que le baron, il est en mode méga loose en ce moment, et donc du coup, quelque part, si tu veux en rajouter un peu sur son personnage, mieux vaut qu'il continue à être dans la loose complète, et cette défaite va dans ce sens-là. Alors moi, c'est marrant parce que je le vois pas dans le même sens que toi en fait. Je le vois pas dans le sens où cette rivalité a eu en plus le match Money in the Bank en enjeu. Je vois plutôt qu'en fait le match Money in the Bank s'est servi de l'ancienne rivalité pour justement les faire s'affronter en fait. Moi j'ai l'impression que cette rivalité est quasiment terminée. Euh, mais bon, et que du coup ils ont juste joué là-dessus pour faire les matchs parce que de toute façon ils avaient besoin de qualifier des gars et puis que le roster de SmackDown, le côté homme, il est pile poil comme il faut quoi. Donc si tu veux faire s'affronter des gars, t'as pas non plus 15 000 solutions.
Et bon, bah voilà, donc ça va dans le bon sens, je pense, de faire Corbin qui perd, parce que de toute façon, la partie King, moi, m'intéresse pas du tout, la partie King Nakamura. Donc si ça doit changer quelque chose, autant que ça aille dans le sens de Corbin. Et puis voilà, effectivement, le plateau commence à bien, bien avancer. Moi, je suis plus satisfait du plateau SmackDown que du plateau Raw pour le moment. Mais bon, on verra ce que ça donne pour la suite. Ouais, on va voir, mais bon, je trouve ça plutôt pas mal. Le japonais, finalement, il mérite quasiment sa place au vu de ce qui se passe depuis des semaines. Donc écoute, c'est pas plus mal comme ça. On va voir. En tout cas, moi, je suis plutôt satisfait de l'ensemble du plateau en fait de Money in the Bank là qui s'annonce. Je trouve ça plutôt sympa, donc ça me plaît bien. Allez, on retourne sur le fil rouge. On a les frères Ozo qui sont en train de discuter en coulisses et où là, ça va nous évacuer tout doute à propos du comportement de Jimmy, puisque Jimmy va tout simplement s'excuser de ce qu'il a pu dire à la famille dernièrement. Jay lui dit c'est pas grave, finalement c'est grâce à Edge qu'ils sont réunis maintenant. Je les sens chauds là. Quand même, je trouve que c'est une bonne nouvelle ça. Hein. Les Usos, ils vont quand même, je pense, à terme revenir vraiment dans le paysage de la Tag Team Division là. Ouais, et moi, c'est marrant parce que je pensais que c'était vraiment plutôt la team American Alpha, là. Enfin, c'est plus comme ça qu'elle s'appelle, Team Alpha, je sais plus, Alpha Academy plutôt. Qui était vraiment en train Academy, ouais. qui était vraiment en train de bien se repositionner. Et là, j'ai vraiment l'impression que bah, ils vont stagner un peu au niveau en dessous, tandis que effectivement les Usos se repositionnent en tant que tag team et du coup, bah forcément, ça sera eux les numéros 1 chez les Heels, quoi. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Non, non, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle, moi. Alors, je sais pas comment ça va se régler en interne avec la WWE, avec les problèmes de Jimmy, avec la police. Je pense que ça n'a pas dû plaire des masses quand même et qu'il a dû se faire gravement rappeler à l'ordre, surtout qu'il est quand même coutumier du fait. Mais donc, j'espère qu'il va pas trop déconner et qu'ils vont rester comme ça parce que là, avec vraiment le leadership des Samoans sur le show bleu, ça fait quand même bien plaisir tout ce qu'ils nous proposent chaque semaine. Ils sont régulièrement le fil rouge, donc ils doivent être quand même vachement contents, les deux jumeaux, finalement, quand même. Hein. Parce que être agrégé comme ça à leur cousin qui est au top du top, et eux, comme ça, ils bénéficient quand même d'une sacrée exposition, les frères Rousseau, comme j'ai envie de dire, comme peut-être jamais ils ont eu autant dans leur carrière, malgré les nombreux titres tag team pris. Ouais, ouais, il y a ça, mais par contre, j'ai juste un bémol là-dessus et qui est en fait inhérent à la division tag team depuis le début d'année. Les divisions tag team des deux shows d'ailleurs, on redonne des signes de vie après avoir fait une année cataclysmique 2020. Par contre, ils ont toujours pas passé le cap de les mettre en pay-per-view. Là, j'ai l'impression qu'il y a quasiment jamais de match tag team en pay-per-view, notamment côté masculin. Si je dis pas de bêtises, il y en a eu qu'un seul cette année, il me semble, quand les Mysterio ont pris leur titre. Tout le reste, c'est soit au SmackDown d'avant, soit au Raw d'après, soit en pré-show, mais ça, c'est jamais sur les cartes principales des pay-per-view. Et ça me ferait bien plaisir si, bah, justement, le fait que les Usos soient dans la hype avec l'histoire samoane, ça permette de remettre un peu de tag team en pay-per-view. Ouais, et ben justement, on parle de tag team. En voilà une de la tag team, les championnes féminines. Natalia Gna et gna gna gna. Tamina qui sont sur le ring et qui proposent un open challenge, mais sans le titre en jeu, quoi, hein, quand même, à l'équipe qui voudra. Et qui va répondre? Qui va répondre à cet open challenge? Eh bien, mesdames et messieurs, ça va tout simplement être des petites nouvelles. C'est Shotzi Blackheart et Tegan Nox, oui, Tegan Nox, qui vont répondre à l'appel des championnes. Alors, Tegan Nox, on peut le dire, mon papy, sans faire de spoiler particulier, mais on l'a vu cette semaine à NXT, puisqu'elle est intervenue, je crois, dans un segment qui impliquait Candice LeRae. Oui. Et là, bizarrement, eh ben, on l'a fait monter à SmackDown en tag team par équipe avec Shotzi Blackheart, qui est donc privée de sa tag team partenaire habituelle Ember Moon, qui ne semble pas blessée apparemment. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment un choix de booking là. On fait une nouvelle équipe chez les filles. Et elles vont attaquer directement avec un petit match face au championnat au titre. Donc pourquoi pas. Ça va être un match très rapide puisque c'est un match qui va durer 3 minutes 14. Alors pour le coup, voilà, encore une fois, je me suis fait finalement assez surprendre puisque je me suis dit, ah bah là, il va y avoir un peu de temps. On va nous montrer un peu quelque chose, on va nous vendre un peu quelque chose. Bah non, finalement, on a des championnes qui sont présentées plutôt faiblardes. Et Shotzi et Nox vont gagner sans coup férir en 3 minutes 14. 1, 2, 3. Victoire des nanas qui débarquent, qui par contre, elles n'ont pas quitté le tank de Shotzi Blackheart. Alors, bon, bah, mon papy, qu'est-ce que tu penses de cette première arrivée de femmes à NXT? Ouais, une surprise qui n'en était Enfin, pas à vraiment SmackDown, une. de femmes de NXT à SmackDown. Tout à fait, voilà, c'est mieux comme ça, dans cet ordre-là.
c'est une surprise qui n'en était pas vraiment une Voilà. parce que avant qu'elles les appellent, Natalia et Tamina, avant qu'elles appellent leurs adversaires, il y a eu un petit bandeau qui disait attention, elles vont affronter deux filles qu'on n'a jamais vues à SmackDown. Ok, bon bah ça laisse un peu, surtout qu'en plus tu sais que je faisais Blackheart, elle tournait autour elle faisait des matchs, dark match depuis quelques semaines. Et c'est des surprises qui n'en étaient pas une. Bah, mais après, Tegan Nox en tag team, par contre, c'était plus surprenant parce qu'effectivement, on l'avait vu revenir à NXT. Elle revient de graves blessures. Donc, je suis étonné qu'il la tente dans le main roster. Peut-être que justement, ils se disent, bon, bah, ça sert à vu ses soucis de genoux, autant la tenter directement dans le main roster plutôt que de la remettre à chaque fois à NXT. Peut-être que c'est ça l'astuce. Mais ça vient combler quelque chose, en fait. C'est que le problème de SmackDown, c'est qu'il n'y a pas assez de filles. On voyait bien que même pour les qualifs de Money in the Bank, ils ne pouvaient pas faire de qualifs parce qu'ils avaient pas assez de filles pour remplir les 4 places, en fait. Donc, et on verra qu'après, il y a encore moins de filles. Donc, ça devenait compliqué pour SmackDown. Donc, je pense que c'est une bonne chose de rajouter ces filles-là qui, en plus, pour le coup, n'ont pas ambition pour moi de titiller tout de suite le haut de la carte féminine. Ça va être de la low card féminine. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle restera à cette place-là. Et puis, ça leur laissera le temps de progresser tranquillou, quoi. Il fallait de la low card, de toute façon, à SmackDown. Ouais, je te rejoins et je trouve que c'est une bonne chose. On l'avait déjà évoqué à pas mal d'émissions, hein, de toute manière, hein, qu'il manquait largement de profondeur de roster chez les filles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir arriver les filles. La surprise, c'est de voir Ember Moon un petit peu écarté du main roster toujours. Et on a privilégié une Tegan Nox pour venir s'inscrire auprès de Shotzi Blackheart. La montée de Shotzi Blackheart dans le main roster, elle était attendue parce que de toute façon, elle fait partie des chouchous un peu à notre ami Paul, à notre ami Triple H, et que à terme, c'était son avenir, hein, à cette fille-là. Tegan Nox, effectivement, c'est beaucoup plus surprenant suite aux différents pépins physiques qu'elle a eu. Donc écoute, bah on va voir si elles vont tracer leur chemin. C'était leur première apparition à ce SmackDown, dans le dernier SmackDown dans le WWE Thunderdome. Donc écoute, je vais leur souhaiter que du bien à ces demoiselles. Yes. Là, on va avoir un long moment de segment. D'abord, on aura une petite interview de Edge, puisque Edge est présent et il explique qu'il va réserver une petite surprise à Roman Reigns en fin de soirée. Et on verra si Reigns il a les balls pour venir ou si c'est les cousins débiles qui vont venir. Donc Edge déjà direct, il taille dans le gras. Là, il a décidé de venir à la confrontation, mon papy, et il reste dans l'état d'esprit qu'il est depuis plusieurs semaines maintenant. Ah, il lâche pas l'affaire, Edge. Il a glandé là pendant des semaines et maintenant il se remet au boulot. Ouais. Ensuite, on va voir Sonia Deville qui va être sur le ring, qui vient nous confirmer, pardon, une très mauvaise nouvelle. Oui, elle nous confirme parce qu'effectivement, ça a été balancé sur tous les réseaux sociaux dans tous les sens pendant 48 heures. La grosse couille dans le potage pour la WWE, puisque Bayley s'est fait très bobo. Une grosse blessure durant un entraînement qui préparait les shows pour la présence des fans. Elle va devoir s'absenter au moins 9 mois. Alors, de ce que j'ai pu lire quelques minutes avant notre review, mon bon papy, il semblerait que ce soit les ligaments croisés qui Une de seraient plus. touchés chez Bayley. Donc, ouais, voilà, ça confirmerait un peu une absence aussi longue. Et ça, papy, on va s'arrêter là-dessus tout de suite. C'est quand même un sacré coup dur pour la division féminine du show bleu. C'est une catastrophe, même pour toutes les divisions féminines, parce que globalement, c'était Bayley qui maintenait. C'était un peu. Alors, je veux dire, Bayley et sa rivalité avec Bianca Belair. Voilà, on va être les deux ensemble quand même, parce que mine de rien, il y avait plutôt une bonne dynamique entre les deux. Mais cette rivalité-là, c'était le seul truc bien côté féminin, peut-être de tout ce qui se passe, de tous les shows de la WWE, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un sacré coup dur. C'est un sacré coup dur pour SmackDown. Heureusement qu'ils sortent du Thunderdome parce que c'est un peu une dépelière de ça. Et donc peut-être que du coup, ça va atténuer l'effet qu'il n'y ait plus de public, enfin, qu'il y ait plus de public plutôt qu'il revienne. Mais sinon, c'est un sacré coup dur parce que là, on parlait des filles tout à l'heure. Si tu enlèves Bayley dans le show bleu, la pauvre Bianca, elle va se sentir un peu seule, quoi. En tout cas, chez les filles, sous l'ère WWE Thunderdome, on peut dire que Bayley aura fait partie des MVP, quoi, hein, il y a pas de problème, hein. Elle aura tenu la baraque pendant 1 an et demi quasiment et ça là-dessus, pour ça, respect à elle. D'ailleurs, elle aura droit à une petite vidéo, hein, qui va être diffusée, dans laquelle elle va expliquer tout simplement, mon papy, que c'est de notre faute si elle est blessée. Tu as compris? C'est de notre faute à nous et elle se fout bien de savoir qui sera face
à Bianca Belair, parce que de toute façon, la meilleure, ça restera elle. En conséquence, Sonya Deville, qui est toujours au milieu du ring, va annoncer que le I Quit match est annulé pour le Money in the Bank et que Bianca Belair ne défendra pas son titre durant le pay-per-view. Par contre, elle défendra son titre dans le prochain SmackDown, donc en public, on ne cessera de le répéter, contre Carmella. Et oui, Carmella fait son entrée, remercie Sonya pour l'opportunité, mais qui arrive parce qu'il la suit un peu comme son ombre, c'est Liv Morgan, et Liv Morgan qui est carrément pas contente. Elle demande à Sonya Deville pourquoi Carmella elle a droit à toutes les opportunités alors qu'elle l'a battue déjà à plusieurs reprises. Sonya lui dit tout simplement qu'elle va avoir une opportunité, et une belle opportunité, puisque Carmella, en devenant la challenger numéro 1 à Bianca Belair, tout simplement elle laisse sa place dans le Money in the Bank Ladder Match, et c'est Liv Morgan qui récupère le ticket. Alors, elle est contente, elle a chopé son ticket, la Liv, elle est satisfaite, elle nous dit qu'elle espère voir, elle va se retourner vers Carmella, et qu'elle espère voir Carmella battre Bianca, comme ça elle pourra tout simplement encaisser sa mallette et lui reprendre le titre. Pendant que Liv Morgan repart, Bianca Belair va faire son entrée, va toiser un peu Carmella du regard, et annonçant tout simplement qu'elle accepte le match, comme si elle avait le choix. et voilà, ainsi se termine pour finalement le titre suprême qui se passe un peu avec Bianca Belair du fait de la grosse blessure. Alors là, la WWE a dû pallier un peu, je pense, à l'arrache très très vite. C'est pas si mal que ça. Je donne un avis immédiat, mais dans le sens où Carmella, finalement, elle est quand même assez legit. Elle a gagné 2 fois le Money in the Bank, elle a été 2 fois championne. Donc, puisqu'il fallait trouver un remplacement et qu'on pouvait plus véritablement mettre ça sur la carte du pay-per-view, on colle ça en gros match pour SmackDown. C'est finalement pas trop mal joué de la part de la WWE, papy, ça. Oui, je rejoins 100% son avis. Vu que de toute façon, ils ont dû faire ça à l'arrache, ils pouvaient pas avoir de solution parfaite. Ils ont pris une solution qui est pas dégueulasse. Ils pouvaient faire revenir Sacha peut-être, parce que de toute façon, je pense qu'elle est dans les cartons, Sacha, vu qu'elle a été annoncée dans les shows de la rentrée, comme quoi elle se représente. Mais donc ils ont peut-être gardé son retour pour le public, ce qui serait pas déconnant non plus. Et donc voilà, il fallait trouver une solution à l'arrache, celle-là est plus ou moins honnête. Ils en profitent aussi pour finir l'histoire un peu Liv Morgan, puis cette dernière, en fait, depuis plusieurs semaines, elle voyait toutes les opportunités passer sous le nez, et tandis qu'elle gagnait ses matchs. Donc là, elle a son match, elle partit pour Money in the Bank, c'était attendu aussi. Par contre, cette petite pirouette fait que il manque toujours 2 filles du coup au Money in the Bank féminin. Puisqu'il y en avait Toujours. que 2 qualifiées sur 4, t'en as enlevé une, t'en as remis une, mais du coup, il en manque toujours 2 du coup. Et il reste plus qu'une semaine, hein. Donc, à voir ce qui va se passer. Ouais, il n'y aura pas eu de match de qualification. Il y aura pas eu de match de qualification pendant ce SmackDown chez les femmes. Et on se dit que si la semaine prochaine, ça serait étonnant peut-être qu'ils mettent un match de qualification la semaine prochaine à SmackDown. Donc moi je me dis que ça va peut-être se dérouler à Raw cette affaire, ou alors on va nous annoncer une entrée dans le match ou 2 entrées dans le match sans match de qualification. C'est pas impossible non plus aussi. Ou à moins que tu aies un tag team. Surtout que Ouais, À mais moins que tu aies un surtout tag team. qu'il y a eu à moins que tu aies un tag team, et puis il y a eu une vignette aussi, mon bon papy, toujours chez les femmes, qui quand même nous Aussi. annonce des nouveaux débuts, des débuts tout court, à SmackDown, tout simplement. Et c'est Tony Storm. Tony Storm rejoint le main roster, et Tony Storm rejoint SmackDown. Ouais, voilà. Donc, on reste dans la logique. On a besoin de compléter un peu le roster. Pour moi, Tony Storm, il faudra surtout pas faire l'erreur de la mettre dans les chaussures de Bayley. J'ai eu cette petite crainte qu'elle arrive directement au haut de l'affiche, un peu comme ils ont fait avec l'autre Australienne, notre amie de Raw, Rhea Ripley, qu'ils ont mis directement en main event et où ça prend pas pour l'instant. J'ai pas envie qu'ils fassent la même chose avec Tony Storm, quoi. J'espère qu'ils vont la laisser tranquillement monter. Et quitte à utiliser Carmella un peu. Carmella, ça fait pas rêver, mais au moins elle peut tenir les quelques semaines, quelques mois qu'il faudra pour acclimater les autres filles, quoi. Mais attention, c'est bien de faire monter des filles de côté SmackDown parce que on l'a suffisamment répété, il en manquait. Par contre, attention à pas les cramer, quoi, parce que et Tony Storm, et Shotzi Blackheart, et merde, et, et la troisième, je suis pas sûr qu'elle puisse tout de suite tenir le haut du panier, hein. Ouais, allez, on retourne un peu au catch quand même. On a quand même le 3e match, et donc en l'occurrence le 2e match qui concerne
le Money in the Bank, le match qualificatif. Alors là, on a Kevin Owens qui va rejoindre la table des commentateurs de Michael Cole et de Pat McAfee. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'histoire de bain de pied. Hein. Notre ami Kevin Owens, il est là en observateur avisé. Et le match va tout simplement opposer. Alors encore un match qu'on a vu assez souvent, mais qui toujours reste de grande qualité malgré tout. C'est Seth Rollins qui va affronter Cesaro. Et là, les mecs, c'est parti pour 18 minutes 17. Ils auront droit à la grosse part. Ça va être le main event catchesque de toute façon de ce SmackDown. Donc là, on va avoir un gros match entre Seth Rollins et Cesaro. Alors évidemment, si vous êtes des suiveurs réguliers et que vous avez vu à peu près tous les matchs qui s'enchaînent là, depuis WrestleMania, c'est assez impressionnant la liste de matchs. On aurait presque pu faire un Best of 7 Series, voire même on l'a dépassé. Et ça nous offre un gros match, quoi. Et vraiment, enfin moi j'ai été assez halluciné. On va avoir droit aux 12 swings traditionnels du Cesaro, Festival d'European Uppercut. De l'autre côté, notre Seth Rollins, vous connaissez la manœuvre, il nous envoie du Falcon Arrow, il nous envoie du Swing Blade. Enfin bref, il y a vraiment étalage. Techniquement, ces deux mecs-là, de toute façon, sont tellement au point et sont tellement vifs et tellement techniques. Et puis en même temps, sont capables, je fais du en même temps aussi, sont capables de vous apporter du physique là-dedans. Ça donne un gros match de catch avec moi une inquiétude, je vais le dire tout de suite, c'est que je me suis dit, aïe, si Cesaro il perd ce match, et là, c'est le retour officiel dans la mid-card. Et pendant qu'on y est, d'ailleurs, va peut-être même falloir lui trouver un partenaire et le rebalancer dans la Tag Team Division. Parce que je crains bien que pour notre ami Cesaro, ça soit à la fin du chemin au niveau du main event. Et écoutez, malgré une résistance énorme du Suisse, tellement énorme d'ailleurs qu'il va s'en ouvrir le crâne et qu'il va pisser le sang abondamment, notre ami Seth Rollins va terminer l'affaire en collant dans un match vraiment dur physiquement, un gros stomp pour finir sur un Cesaro en sang, en croix, en cadavre, au milieu du ring. Qualification du visionnaire, qualification de Seth Rollins, papy. Yes, avant le match, je n'aurais pas dit ça. Je pensais plutôt que ça aurait été la chance de Cesaro, vu que Rollins il a déjà eu en plus la mallette. Donc des gars qui ont déjà eu la mallette dans un match Money in the Bank, il y a déjà eu des doubles vainqueurs. Enfin, il y en a eu un de chaque sexe. Mais hormis ça, c'est quand même assez rare, quoi. Mais finalement, l'histoire du match faisait que Rollins revient fort, et donc il s'est qualifié assez logiquement. J'ai toujours un doute sur Cesaro, en fait. Je sais pas si c'est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ce qui lui arrive. Parce que je me dis que de toute façon, ça marchait pas pour l'instant, son passage dans le haut de la carte, sans public. Peut-être qu'il fallait mieux retenter la chance quand de faire du public. Donc là, maintenant qu'il va être libéré un peu de tout programme, est-ce que ce sera pas l'occasion justement de retenter sa montée en puissance avec le public? Je ne saurais dire. À voir effectivement si dans 2 semaines on lui colle Baron Corbin en tag team, on aura compris. Mais dans l'attente, c'est pas illogique en fait, parce que finalement le Rollins, ça fait comme quelques semaines qu'il est en train de se repositionner en tant que potentiel challenger à Roman Reigns. Il l'a d'ailleurs rappelé là dans une interview, je crois, avant match. Non, pardon, spoiler, merde, c'est après match. J'allais y venir. J'ai rien dit. Donc voilà, j'ai rien dit. J'allais y venir. Parce qu'effectivement, Seth Rollins, derrière, il sera en interview avec Kayla Braxton. Et voilà, il est ravi de la victoire. Il dit que Cesaro, de toute façon, il ne pouvait rien faire contre lui. Il rappelle que la seule fois où il a encaissé sa mallette, c'était à WrestleMania contre Roman Reigns. Et cette fois, il dit qu'il n'attendra pas aussi longtemps pour faire la même chose. Il va quand même être interrompu par Edge, qui lui dit qu'il n'a pas changé finalement depuis la dernière rencontre. Et celui-là s'en va sur le ring, mais on y reviendra après. Donc voilà, donc Seth Rollins, là, de toute façon, il s'affirme. Et je sais pas ce que t'en penses, papy, mais bon, Seth Rollins dans le Money in the Bank ladder match, c'est un gage de qualité dans le ring et c'est aussi un très dangereux et potentiel vainqueur de ce match aussi. Ah ouais, c'est un très dangereux potentiel vainqueur. C'est un très dangereux mec si jamais il y a la mallette, parce que quand on va faire maintenant qu'on a le line-up complet, je pense que Rollins avec la mallette, ça va être le pire possible pour les autres, vu son niveau et vu aussi sa fourberie. Donc ça ajoute, et c'est vrai qu'on a un line-up qui est particulièrement sympa. Encore une fois, un poil plus que SmackDown côté Raw, parce que malheureusement, même si Ricochet et Morrison de ces derniers temps, ils remontent un petit peu plus, ils gagnent un petit peu de temps d'antenne, ça reste assez bas dans la carte.
Mais sinon, tu as du Owens, tu as des anciens champions du monde, tu as des anciens vainqueurs de la mallette, qui d'autre? Tu as un Riddle qui est en feu comme pas possible. Enfin voilà, tu as du sacré palmarès déjà dans ce Money in the Bank. Et bien malin celui qui pourra trouver le vainqueur. Et Drew, j'ai oublié Drew en plus. Donc vraiment, vraiment gros niveau de Money in Ouais, the bah, Bank. ouais, ouais. Ne pas oublier le bel homme, surtout pas. Allez, on aura une petite vignette, Chad Gable, Otis, qui font un coucou dans la Tag Team Division. C'est Chad Gable hein, qui cause, hein, comme d'habitude, hein, qui explique voilà, que le résultat, ça va être ça dorénavant avec l'Alpha Academy, ça va être la victoire, et que Otis va détruire tout ce qui va passer sur son passage. Alors ça, c'est un peu le frémissement de la Tag Team Division qui revient à SmackDown, Papy. Hein. Yes, mais c'est ce que je disais. Ça frémit depuis un bout de temps. Là, Tag Team Division, elle est quand même bien présente. On a plus les Dirty Dogs, mais ils ont quand même été importants pendant plusieurs semaines. Ce qui me gêne, c'est que malheureusement, on voit pas la concrétisation avec des matchs, en fait. Et surtout pas en pay-per-view. Là, un match au pay-per-view, ça m'aurait bien plu quand même. Hein. Ouais, on va voir, hein, tu sais, ça se trouve d'ici là, dans le kick-off, on va peut-être D'ici, avoir un truc on qui ne va sait être jamais. rajouté. On ne sait jamais, on ne sait jamais avec la WWE. Allez, on termine sur notre dernier segment de SmackDown. En coulisses, on aura eu juste avant les frères Ouzo qui vont arriver devant le vestiaire de Edge et qui vont essayer de l'attendre à la sortie en fait quoi. Hein. Et puis finalement, il va y avoir une coupure. Ils vont décider de rentrer et puis il y a personne. Bon, du coup, pendant ce temps, Edge, on aura vu, il sera avec Seth Rollins histoire de faire un petit coucou. Il va arriver sur le ring, notre ami Edge, et il va assurer qu'il va devenir tout simplement champion universel à MITB et que quiconque s'interposera finira comme Jimmy Uso la semaine dernière. Pour mémoire, hein, la semaine dernière, Jimmy Uso a fini avec un barreau de chaise planté dans la bouche. Ça fait toujours du bobo, ça fait toujours du dégât. Voilà, il sait que toute l'importance que sera de prendre le titre, parce que enlever le titre à Reigns, finalement, ça va lui enlever toute son aura auprès de sa famille. Et il va tout faire pour arriver à ça. Roman Reigns, il va pas s'en laisser compter, il va faire son entrée avec Paul Heyman, il va demander à Jimmy et Jey Uso de rester en arrière, et il va s'occuper de l'affaire. Une fois entré sur le ring, bagarre. Ça y est, ça éclate. Bagarre entre Edge et Reigns. Ça commence à se maraver sévère, et là-dessus, les Usos qui sont sur la rampe, et que on sentait bien que Roman, il n'était pas super content dans un premier temps de les avoir avec lui. Mais il fallait pas traîner comme ça parce que les Ouzo, histoire de famille, ils vont se faire attaquer par la famille. Mysterio, c'est Ray Ray et Dominique qui vont débarquer et qui vont venir s'en prendre aux jumeaux. Donc, grosse baston. Et évidemment, le trio Mysterio Edge va finir par prendre le dessus sur le trio familial. Edge va même décider de refaire son crossface avec le barreau de chaise à Reigns, mais le champion tribal va fuir. Edge quand même, il aura réussi à placer un bel Edge Educator, et magnifique quoi, vraiment super bien vendu par Roman Reigns. Et mais le champion tribal, voilà, va vouloir échapper au fameux barreau de chaise et il va fuir. Du coup, qu'est-ce que va faire Edge avec l'aide des Mysterio? Il va se rabattre tout simplement sur les Jumo Uso qui sont en train de se faire éclater au milieu du ring et il va terminer le show en leur plaçant le crossface métallique. Un Edge à nouveau dominateur en cette fin de SmackDown. Un Roman qui, malgré son t-shirt blanc Head of the Table fantastique, envoie-le-moi Roman. Écoute, on sent qu'il prend la menace très au sérieux et on se retrouve finalement avec un espèce de trio, de duo trio familial et les Mysterio s'en prennent aux Usos, Edge s'en prend à Roman Reigns. Tout va bien finalement dans le monde merveilleux du show bleu, dans le main event. Tout va bien, façon de parler, hein, et les gestes barrières là-dedans. Alors, on prend un barreau de chaise, on le fout dans la bouche de Jimmy, dans la bouche de Roman, dans la bouche de Jay. Rien à foutre, là. Il n'y a C'est pour jamais éviter de mettre les doigts. Et voilà. Non, mais attends, et les barreaux de chaise, ils n'ont pas désaffecté entre chaque insertion buccale. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est pas, hein, peut-être qu'il désinfecte au gel hydroalcoolique les chaises avant le début des shows. Hein. Bah oui, mais après qu'ils soient passés d'une bouche à l'autre, comment il fait? Non, mais bon, sinon, ouais, C'est la même le famille. c'est la même famille, ouais, on va dire que ça passe dans la même famille. Hem Ouais, alors je suis justement, moi, ce passage-là avec le crossface, avec le barreau de chaise, va pas falloir qu'il le fasse toutes les semaines. Là, ça commence déjà à me saouler. La semaine dernière, déjà, je trouvais que c'était un peu forcé, là, le coup de Jimmy qui ouvre grand les yeux et Edge qui ouvre grand les yeux aussi pendant qu'il fait le truc. Et là, ils nous refont le même avec les deux Ouzo cette fois-ci.
Ouais, on a bien compris le rappel, on n'est pas con non plus. C'est pas peine de enfin, je sais que c'est une habitude d'appuyer quand il voit un truc qui marche, mais là il est marquant, mais bon, il faut pas que ça devienne saoulant non plus, quoi. Par contre, oui, les Mysterio qui interviennent contre les Usos, ça peut laisser à penser, j'en parlais tout à l'heure du coup, qu'on puisse avoir une rivalité Uso-Mysterio, et je croise les doigts en pay-per-view, vu le nombre de matchs à Money in the Bank, il y a quand même de la place pour le passer celui-là, et surtout avec le match féminin qui a sauté. Et pourquoi pas aussi un 3v3, il reste un SmackDown là en public la semaine prochaine, ça serait sympa, un main event famille Reigns versus Edge et les Mysterio par exemple. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Bah, je suis d'accord avec toi sur la redondance du barreau de chaise. Bon, effectivement, on a bien compris quoi maintenant quoi. Et mais d'un autre côté, j'étais plutôt satisfait que ça y est quoi, entre Edge et Reigns, il commence à y avoir de l'interaction physique. Et je trouve Reigns mais encore plus impressionnant. Alors, je sais pas si c'est le t-shirt blanc ou mais je l'ai trouvé encore plus master que d'habitude. Et comme je pense que Edge a beaucoup bossé à la salle aussi, du coup là, ça nous fait quand même un gros truc de poids lourd quoi. Donc je suis plutôt satisfait. Effectivement, si on nous montrait autre chose. Mais ça donne plein de pistes. Et ce serait vraiment sympa. Ouais, hein, déjà, les Mysterio face aux Usos, je prends, mais alors complètement. Et je pense que c'est une bonne chose, là, avec les Alpha Academy qui poussent derrière. Un petit peu de renouveau de la Tag Team Division de SmackDown, qui allait plutôt bien, surtout le début d'année. Et puis là, qui vit un net ralentissement depuis quelques semaines. Donc c'est bien de revoir les Mysterio à l'affiche et de remettre un peu la lumière là-dessus. Donc je trouve que ça a été plutôt pas mal géré cette histoire, à part ce retour de Barochez, qui j'ai l'impression d'ailleurs n'est pas fini. Ça m'étonnerait pas que vendredi prochain, on recommence là-dessus, peut-être d'une autre manière, mais je sens que c'est pas fini cette affaire, quoi. Eh ben mon papy, on est arrivé à la fin de ce 1142e SmackDown. On va pouvoir donner notre top flop note. Et pour ça, à notre comptoir, je crois qu'on a un de nos collègues qui est arrivé et qui s'est dit mon top flop note aussi, je suis en retard, mais je vais le donner. Alors je comprends totalement cette position, puisque moi-même je la pratique de temps à autre, je crois pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs. Et donc je vais accueillir dans un tonnerre d'applaudissements sous le retour du public à Catch-Up, notre ami Zigote. Salut Zigote. Un revenant parmi vous. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bah ça va, ça fait un moment là où je suis un peu à la bourre. Je pense que vous avez changé les clés du studio parce que la dernière fois où je suis passé, j'ai pas réussi à rentrer. Du coup, je me suis dit ça y est, ils ont essayé de m'éjecter de la team. Ils m'ont fait le même coup à Raw cette semaine, je crois. Ils avaient tout bouclé à double tour, le patron et le papy là, et il n'y avait pas moyen de rentrer dans le studio. Donc des fois, ça arrive, quoi. Moi, je pense que c'est Papy, il avait déjà essayé d'effectuer un putsch la dernière fois et je pense qu'il y arrive tout doucement. Le projet est toujours en cours, je le confirme. Papy invades Catch-Up. Alors, écoute, mon zigote, ça va être parfait. Tu vas nous faire une petite analyse express de ce SmackDown et puis tu vas nous donner ton top, ton flop et ta note. Alors, Express, donc très Express. J'aime bien le petit segment Corbin en mode malheureux. J'ai un peu de pitié pour lui. Alors après, excepté les faits d'histoire de la couronne et tout, qui est bidon depuis plusieurs semaines. Mais je suis un peu curieux, c'est un peu divertissant et j'attends de voir ce que ça va donner sur la suite. L'arrivée de Tegan Nox et Shotzi Blackheart, je m'en fous, même si je rejoins Papy sur son avis sur le Discord en disant que ça rend flou la division féminine de SmackDown, ce qui est utile. J'ai eu dommage que dans la team, ils aient pas plutôt pris Ember Moon, parce que je crois que c'était Blackheart et Moon à NXT, si je dis pas de bêtises. Yes. Bon, j'aurais préféré Moon que Nox. Bianca Belair qui ne fait pas son match du coup contre Bayley, bah super déçu parce que je m'attendais à une super confrontation et en fait changer pour Carmella, bah, ils sont obligés de se débrouiller en faisant deux briquets de broc. Donc pas top, mais bon bah tant pis, faut faire avec. Et puis j'ai pas aimé du tout le speech pour vendre Carmella, enfin pas pour vendre Carmella, mais pour proposer Carmella en challengeuse de Sonya Deville.
J'ai juste aimé par contre au moment où après elle s'est vénère sur Liv Morgan en lui disant ouais, en gros ferme ta bouche, tu prends la place et tout. Là j'ai trouvé qu'elle avait plus elle en imposait plus peut-être en côté heel que en faisant la manager générale un peu face. Ça, après Rollins, Cesaro, le combat a été comme d'hab, c'est efficace entre les deux, même si ça commence à être un peu redondant. Il n'y a plus grand monde dans les rosters, du coup on a un peu l'impression de voir les mêmes affiches toutes les semaines. Et puis le fil rouge, Reigns, moi qui avais quand même un peu de retard et raté quelques épisodes, j'ai quand même toujours un petit peu l'impression de voir un peu la même chose au niveau de la famille. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, j'ai eu un sentiment que Jay allait turner, ou même les frères turner contre Reigns et le laisser se débrouiller avec Edge. Et puis bon, après les Mysterio sont arrivés, du coup ça a changé tout ce que j'avais pensé. Top. Bon, je reste voilà sur le fil rouge quand même qui est plutôt correct malgré 2-3 redondances au niveau de Reigns. Je suis toujours pas fan d'Edge dans la confrontation parce que pour moi sa place maintenant c'est la maison de retraite. Même si le combat sera de qualité, le flop je le donne au tag team féminin et les deux nouvelles qui ne m'intéressent pas plus que ça, comme l'arrivée de Tony Storm dans les semaines à venir, mais j'ai passé un bon moment. Du coup, je donnerais un 3 sur 5. Voilà, voilà. Papy. Mon tour, bah j'y vais alors. Alors moi je vais essayer de faire je vais le faire en mode de filou. Donc mon flop, je vais le donner à la quantité de catch dans le show puisqu'on a été très peu servi. On en parlait avec Tonton avant l'enregistrement. Il n'y a eu que 3 matchs, et puis pas forcément très long et puis pas forcément très spectaculaire, hormis bien sûr le Rollins Cesaro qui est largement au-dessus des deux autres. Donc mon flop là-dessus sur la quantité et qualité de catch ce soir qui était vraiment pauvre. Mon top, je continue à faire le filou, je le donne à Bayley parce que je ne vais pas le donner pendant 9 mois. Donc du coup, je lui donne maintenant en disant voilà, c'est le top de revoir de Bayley. Bravo pour tout ce que tu as fait. Ce n'est qu'un au revoir, j'espère, et tu seras fortement regretté. J'ai lu que des gens espéraient l'avoir débarqué au micro des commentateurs. Bah, moi, je pense que ça serait une idée formidable d'avoir Bayley en trio avec McAfee et Cole. Ça enverrait du méga pâté. Et ma note, du coup, bah, j'ai le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de catch, je me suis pas méga emballé non plus. C'était ouais, on a eu des grosses affiches qualificatives pour les Money in the Bank jusque-là. Là, c'est un peu poil plus mou cette semaine. Donc, je vais être un poil plus sévère que Zigote et je vais mettre un 2,75, même si je suis conscient que la blessure de Bailey à la dernière minute, ça a pas mal chamboulé les plans. Ouais, alors moi j'ai un peu le même avec Papy puisque comme tu l'as spoilé, effectivement on en a parlé avant l'enregistrement et moi quand même 32 minutes de catch effectif sur un show de 1h30. Ça veut dire quasiment une heure de parlotte, promo, vidéo package, publicité en tout genre, annonce WWE, bref, beaucoup de choses hors catch finalement. Alors le fil rouge était sympa, ça c'était bien, mais comme le dit Zigote, effectivement il commence à y avoir de plus en plus de reviens-y, quoi. Il y a des choses qu'on a déjà vues, qu'on revoit. On nous a teasé plus ou moins des frictions entre les frères Rousseau, et puis finalement ça va mieux, mais alors on développe ça sur une semaine, sur 2 semaines. Bon, donc tout ça c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il y a de la baisse sur SmackDown, c'est moins bien. Déjà la semaine dernière, j'avais trouvé ça un petit peu moins bien. Donc moi aussi, je suis sur une note plutôt. Et je vais donner ma note tout de suite parce que ma note c'était déjà un 2,75. Moi aussi, j'avais ça aussi en tête. Voilà. Et vraiment, mon top, je vais le donner sans hésitation au Cesaro Rollins parce que j'ai trouvé que c'était un très bon match, malgré encore une fois que ça soit quelque chose qu'on nous remontre. Mais effectivement, c'était quand même un super bon match de catch, même si ça ne fait que confirmer pour moi le fait que Cesaro va repartir définitivement dans la mid-card et va gérer tranquillement sa fin de carrière, certainement avec un ou deux titres tag team supplémentaires, peut-être un titre intermédiaire à l'occasion, un intercontinental ou un US. Mais je crois définitivement que la chance de Cesaro pour le titre suprême est passée. Et mon flop, finalement, il n'y a rien que j'ai trouvé catastrophique, mais
Je crois, mais moi, je vais le donner à Baron Corbin, mon flop, quoi. Oh! Parce que ouais, vraiment, quel que soit finalement le cadre dans lequel on le met, il continue à pas m'intéresser, quoi. Et puis, alors, je pense que là, le pauvre, il n'a pas été gâté par cette rivalité à long terme avec Nakamura qui apporte rien. Et du coup, j'ai l'impression que, pour moi, c'est un mec qui stagne complètement, qui ira jamais beaucoup plus haut. Peut-être qu'il ira jamais beaucoup plus bas non plus, mais n'est-il pas déjà bien, bien bas? C'est un low quart d'heure et on peut me le présenter sous Xanax, on peut me le présenter avec une couronne de cuir, on peut me le présenter avec un gilet, en chemise. Et ben finalement, je me rends compte que ce gars-là, pour moi, il n'y a aucune évolution positive, voire même négative finalement. On reste toujours dans la même chose. Et je pense que c'est un catcheur qui n'ira pas beaucoup plus loin, quoi, Baron Corbin. Donc voilà, ça en restera là, quoi. Donc voilà, donc c'est pour lui que va aller mon flop. Bah voilà mes amis, on est arrivé au bout de ce Friday Night SmackDown, le 1142e. Alors, on peut juste un petit peu extrapoler 2 secondes sur ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, retour du public. Donc la semaine prochaine, grosse carte déjà annoncée, puisqu'on a déjà un match de championnat du monde pour les filles avec Bianca Belair qui va affronter Carmella. Et on a un Fatal 4-Way aussi qui s'annonce pas dégueulasse entre les 4 participants du Money in the Bank de SmackDown. Yes, c'est ça, il a annoncé, effectivement, vu la qualité des Non, participants, ça se trouve personne n'y alléchant. Ouais, la carte de la semaine prochaine risque d'être sympa. Je pense que de toute façon, ça va être un énorme SmackDown avec le public. Là, je sais pas, j'ai oublié de noter dans quelle salle ça se passait, mais dans tous les cas de figure, je pense que ça va être un public qui va être fou furieux parce que À tellement dans Houston. l'attente Oh, que. Ah, c'est à Houston que ça se passe? Ah il me semble que c'est au ouais. Texas, Donc ouais. là. Et Zigote, heureux du retour du public là? Ah bah, pardon, ouais, ça va faire carrément du bien. Et puis là, je pense que peut-être aussi pour ça qu'ils ont un peu ralenti la cadence sur les shows pour peut-être tout mettre, tout miser sur celui de vendredi prochain. Et peut-être qu'ils vont ramener des gens. Parce que là, par exemple, même l'affiche Bianca Carmella, moi, j'ai aucune, je suis avec certitude que Bianca va garder le titre et peut-être avec une intervention une retour d'un grand nom. Pour affronter Bianca, parce qu'il va bien falloir remplacer Bayley sur les 9 mois, malheureusement. Et ouais, il va falloir saquer le truc. Et puis la WWE, quand il faut mettre les choses, les petits plats dans les grands, ils savent faire. Donc oui, hâte. Les écrans, c'est sympa, mais le physique est quand même un peu plus intéressant. Ouais. Ouais, et puis dans les petites infos, bon alors c'était assez drôle parce que la semaine dernière, comme toi Zigote, je suis intervenu dans les 5 dernières minutes de la review de SmackDown et où on parlait de Zelina Vega, etc. Et que je disais que ah bah putain, avec un peu de chance, ça va peut-être faire donner envie à Aleister Black de revenir faire un tour à la WWE. Et là, bam, que se passe-t-il? Gros coup de tonnerre cette semaine puisque notre ami Tommy End a débarqué. Où ça? Eh ben tout simplement à la All Elite Wrestling. Il a fait son apparition. Il semble en plus se lancer en rivalité face au vice-président, ni plus ni moins, de la All Elite Wrestling, en l'occurrence Cody Rhodes. C'était un peu compliqué pendant Dynamite parce que Jim Ross l'appelait Tommy End, Excalibur l'appelait Malakai Black. Donc apparemment ils n'avaient pas trop l'air d'accord sur le nom à donner à Aleister Black. Et on notera que là, dans le même show cette semaine de Dynamite, on avait Andrade qui faisait ses débuts dans le ring et l'apparition, la première apparition d'Aleister Black. Donc ça y est, le recyclage des derniers, de la dernière charrette en date de la WWE commence à s'écrémer doucement dans les différentes fédérations, messieurs. Ouais, bah, comme d'hab, hein, de toute façon, on a les têtes d'affiche, entre guillemets, des licenciés qui rejoignent les W, et certainement que les autres, là, je sais pas qui est parti, là, les Beau Dallas et je sais plus qui est parti, vont se retrouver à Impact, certainement, hein. Tous les gars d'NXT, là, les Tony Nese, allez hop. Vous se retrouvez où ça? À Impact, tu dis? Ah ouais, Bah, pourquoi la pas, ouais, low-card, Impact, souvent, de toute c'est ça, façon. hein. Les mecs, ils ont dû récupérer comment il s'appelle, là, enfin, l'ex Zack Ryder, l'ex Matt Brian Major, là. Cardona. Voilà, enfin voilà, ils récupèrent un peu Voilà, ouais. tous les gars qui ils ont récupéré Hans Vogel, donc qui récupèrent vraiment le bas de carte Impact.
C'est sûr qu'il récupère le bas de carte. Mais alors, c'est assez fou parce que là, sur la All Elite Wrestling, c'était plutôt bien caché, mais en fait, pour une raison assez simple, puisque il vous aura peut-être pas échappé que Aleister Black a pas du tout respecté la clause des 90 jours, puisqu'apparemment, il y a eu plus ou moins une couille ou un imbroglio avec son contrat et il semblait pas être sous le coup de cette fameuse clause des 90 jours de la WWE et que c'est pour ça qu'il a pu réapparaître si tôt à la All Elite Wrestling. Donc vraiment assez incroyable. Belle entrée, en tout cas moi ça m'a bien plu. Hein. Il a fait une entrée avec un bel impact. Le match aussi, on a eu un beau match entre Evan Bourne, Matt Sydal face à Andrade, qui Andrade est dans une shape éblouissante aussi, quoi. Et donc du côté de la All Elite Wrestling, ça va plutôt pas mal. On peut dire un petit mot vite fait, mon bon papy. Tu as vu NXT, papy? Tu as vu le Yes. Great American Bash? Bash, Ouais. oui, j'ai vu la Bash. Moi aussi, j'ai vu. Zigote, tu l'as vu? Non, pas du tout. Genre, en général, je regarde que les pay-per-view NXT, enfin ceux qui passent le week-end. Je n'avais pas vu qu'il y avait particulièrement un show pseudo pay-per-view en semaine. Ouais, mais maintenant c'est des shows spéciaux. Alors ça, c'est un truc, si tu veux, la All Elite Wrestling le pratique, Impact le pratique, et la WWE s'y est mis de plus en plus aussi. Dorénavant, le mercredi, qu'il y a une soirée un peu spéciale. Et ce soir, en fait, mardi soir, il y avait The Great American Bash pour NXT. Et le mercredi soir, à la All Elite Wrestling Dynamite, pareil, c'était un épisode spécial Road Rager. Donc les deux avaient des cartes assez fournies. Dans celui de NXT, on a eu trois matchs pour des ceintures, il me semble, la Million Dollar, la tag team féminine, et laquelle autre? Il y en avait une troisième, mon papy. Le tag team Tag team, championship masculin. oui, tout à fait. Où les MSK ont conservé. On a des nouvelles championnes du côté féminine. Et alors ça, moi, ça me fait assez plaisir, puisque Yoshirai et Zoe Stark ont pris le titre à The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell. Et Indy Hartwell semble retrouver son Dexter Lumis aussi au passage, tiens, j'ai vu. Et en tout cas, je sais pas ce que tu en as pensé, papy, de ce match, mais j'ai trouvé ce match très très bon. Et je suis ravi de voir Yoshirai et Zoe Stark prendre les ceintures. Yes, mais il y a de quoi être plutôt satisfait parce que c'est deux filles qui sont plutôt pas mal dans le ring. Après, la question, c'est que va-t-il arriver à The Way parce que est-ce qu'ils vont se séparer, est-ce que si, est-ce que ça, c'est un peu complexe leurs histoires parce qu'en plus, elles ont perdu suite à une distraction de Tegan Nox, si je dis pas de conneries. Tegan Nox qui maintenant est à SmackDown, donc est-ce qu'ils vont ramener du coup les filles aussi à SmackDown, mais du coup ça ferait beaucoup de filles d'un coup. Je ne saurais dire en fait ce qui se passe. Donc il y a ce match-là qui était sympa. Et puis tu as le main event quand même entre O'Reilly et Cole, qui normalement devrait le finir pour la 14e fois leur rivalité. Ouais. Pour la 14e fois, leur réalité, c'est vrai que c'est pareil, c'était je ne sais combien de matchs. Ah, moi, je t'avoue que pour le coup, voilà un match qui m'a pas beaucoup intéressé. Voilà, tellement une impression de redite, tellement l'impression de voir un peu tout le temps la même chose. Finalement, j'ai plus envie de les voir à NXT quasiment, ces deux gars-là, quoi. Et alors, je dis pas que les gars, ils donnent pas tout et tout, hein. Là-dessus, ils sont hyper professionnels, il y a aucun problème. J'ai pas grand-chose à reprocher au match en lui-même, quoi. Mais c'est plutôt tout ce qui est autour, tout l'environnement et le fait qu'il soit encore et encore et encore là. J'avoue que ouais, ça m'emballe pas des masses, quoi. Mais c'est un peu, c'est un petit peu, voilà, NXT. J'avais pas regardé, tu vois, les weekly depuis un bon moment. J'avais regardé In Your House, mais ça fait plusieurs weekly que je rate. Donc là, je m'étais dit, ils font un truc spécial avec le Great American Bash. Déjà, dès que j'ai vu dans la carte Kyle O'Reilly, Adam Cole en main event, je me suis dit, ah mais non, encore eux en main event. Ils défendent 3 ceintures et ils nous mettent Kyle O'Reilly et Adam Cole en main event. Mais pourquoi? Donc, je peux pas dire que ça m'a super emballé. Et voilà, donc NXT pour moi en ce moment, c'est assez compliqué, quoi. Et Ah, puis de mais l'autre côté de ouais, vas-y. j'allais dire, cette rivalité, c'est aussi un des symboles de l'échec d'NXT à gérer sa carte, en fait. Parce que, effectivement, tu as Cole O'Reilly qui, pour la 12e fois, et c'est le match de la dernière chance, je sais pas quoi, en main event, alors qu'il n'y a pas de ceinture. Et en plus, durant tout le match, tu as quand même Cole, le heel, qui était acclamé, tandis que O'Reilly, le face, était au mieux ignoré, quoi. Donc, ils ont totalement foiré le booking de ces deux gars-là. Il y a un autre gars qui lui aussi est acclamé alors qu'il est censé être chef d'une faction Hill, un monsieur Johnny J, qui du coup va se retrouver avec un match pour le titre suprême la semaine prochaine.
Bon, il y a quand même j'ai l'impression qu'ils ont du mal à gérer leur personnage à NXT. Ils souffrent du syndrome du je veux que tout le monde s'affronte et soit spectaculaire dans le ring et qui est pas vraiment. Et du coup, t'as qui est face et puis tu t'accroches à personne au final. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça, quoi. Mais je sais pas, il va falloir redonner un coup de Un coup de boost à balai. la NXT. Alors, ils sont toujours sur des ratings de 650, 670, voilà, des choses comme ça. Alors que là, à la Elite Wrestling, on est plutôt sur des bases entre 800 et 900. Ils sont même montés jusqu'à un 980. Je crois que c'était pareil sur un show spécial, un des mercredis soirs, là. Mais NXT, ouais, ça tourne un peu en rond, quoi. Et puis, écoutez, je voulais terminer. Deux dernières infos que je pouvais vous donner, ça concernait NXT UK. Parce que quand même, on a des petites françaises là-bas. Et on a aussi un gros champion, Papillon Tami, hein, un gros champion qui s'appelle Walter et qui met des gros atémis et qui va défendre son titre dans 2 semaines, si vous voulez voir ça. Alors le mec, si vous pouvez vous faire un fact-checking, Peuple de Catch-up, mais je sais pas, ça fait combien de temps qu'il détient la ceinture UK, mais c'est impressionnant, quoi. Et puis sinon, chez nos deux femmes là qui sont présentes à NXT UK, Mila Schmidt a fait sa première apparition jeudi dernier, même plus qu'une apparition parce qu'elle a fait son premier match. Alors elle l'a perdu, mais en tout cas c'était ses premiers vrais débuts à NXT. Et puis de l'autre côté, on a l'autre catcheuse qui est plus chevronnée dorénavant. NXT UK est tellement chevronnée qu'elle a obtenu un title shot et que elle va. Alors j'espère que je vais pas me tromper sur son nom, mais elle va affronter Satomura, oui, il me semble que c'est ça, la championne NXT UK actuelle, Satomura, mais qui détient le titre depuis pas très très longtemps, donc ça, c'est pas très très bon signe pour Amal, quoi. Donc voilà, c'était les petites nouvelles du côté de NXT UK. Un petit commentaire, messieurs? C'est pas mal pour Amal d'avoir un title shot. Ok. Zigote, tu suis un peu NXT UK? Non, pas du tout, mais là, le fait que tu me parles que Walter va redéfendre le titre, du coup, ça peut m'intéresser. Et en même temps, j'étais en train d'essayer de chercher, du coup, depuis combien de temps il a la ceinture. Alors, ça daterait de un peu avant mai 2019. C'est fort probable, sachant que après, il y a eu la crise sanitaire l'année dernière. Du coup, il y a eu une bonne année où il n'y a pas eu de truc. Donc, ça ferait quand même un bon moment qu'il a la ceinture, du coup. Alors, j'ai pas entendu ce que tu as dit là sur la fin. Plus de 2 ans, pouf. Bah, presque plus de 2 ans. Et après, voilà, il y a eu l'année dernière avec la crise et tout ça. Donc, ça rallonge une durée de championnat. Mais bon, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de combat non plus. Donc, ça passe à travers, je trouve. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, en termes de combat, on pourrait dire. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, messieurs, on va terminer là-dessus cette review de SmackDown avec quelques petites infos à la fin. Alors, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer. Vous pouvez vous trouver en mode vidéo sur YouTube. Actionnez la cloche, laissez des commentaires, laissez-nous des likes, rejoignez la communauté Catch-up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description. Le site officiel catchup.lepodcast.fr. À venir une semaine avec les Go Home Show de Raw, Go Home Show de SmackDown, avec un énorme SmackDown. Je pense que le SmackDown de la semaine prochaine ne doit pas être raté. Derrière va s'enchaîner le Money in the Bank qui s'annonce un gros pay-per-view et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. En ligne, vous avez déjà le Monday Night Raw avec notre ami Papy déjà et avec le patron Yerem. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir remercier mon tag team partner gériatrique et finalement qui s'est transformé en trios. Merci à toi de ta présence, Zigote. Merci à vous et c'était un plaisir de revenir dans la team depuis ces quelques semaines d'absence et la prochaine fois je ferai un double des clés pour pouvoir rentrer dans le studio. Merci à toi, mon papy, d'être toujours fidèle au poste, insubmersible, indestructible. Merci à toi à ton tour de toujours m'inviter malgré mes critiques incessantes contre Ricochet. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, effectivement, Zigote, bon retour parmi nous.
Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on vous laisse. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein vos sales faces. Salut Zigote. Salut tonton, salut papy. Salut papy. Salut tonton et salut Zigote et salut à tous. Et salut peuple de catch. Ah. Roman Reigns, on aurait dit le chevalier blanc. On m'appelle le chevalier blanc. Je vais et je vole au secours d'innocents. Oh la classe!